Salut à tous, la Groupama FDJ, épisode 1, c'est parti, après un vote très très serré auquel on a pu assister, où Education First a perdu de très peu. En fait, à la barre des 500, il y avait 2-3% d'écart, donc il y a quand même une victoire qui est incontestable, même si elle est très très serrée. J'ai donc lancé une partie avec en mode carrière, voilà, donc sur la World DB, parce que c'est ce qui me semblait offrir le moins de désavantages, même si d'autres DB peut-être moins connus sont bonnes. Mais voilà, je suis resté sur celle-là pour le moment. Groupama FDJ est 6e équipe en termes d'évaluation des qualités des coureurs. Donc c'est à mettre en balance. 6e donc est à mettre en balance avec la réalité où quand je parle là, je suis avant les championnats individuels nationaux. Et bien en fait, elle n'a gagné que 9 fois pour 33 top 3 et plus d'une centaine de top 10. Elle n'est absolument pas parmi les équipes qui ont le plus gagné cette année. Au contraire, il y a pas mal d'équipes plus modestes, notamment IF, qui a gagné plus qu'elle. Donc je dirais pas que ça renforce l'enjeu. On va voir, de toute façon. Mais quand même, c'est une équipe qui n'a pas énormément gagné cette année. Moins de 10 victoires à la fin du mois de juin, c'est quand même pas énorme. Le Tour de France reste l'objectif prioritaire pour moi, même si on verra que Paris-Roubaix ne sera pas à négliger. J'ai donc été construire ma saison déjà en me mettant en tête que le Tour de France était ma priorité. C'est ma pièce autour de laquelle tout le reste va être construit. Donc on observe qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 étapes qui peuvent être gagnées au sprint. Donc déjà, premier point qui va trancher par rapport à la vraie vie, c'est que je refuse de me passer d'Arnaud Démare sur le Tour, parce que je pense que sur ces 8 étapes, en comptant celle sur les champs, l'arrivée sur les Champs-Élysées, sur les 8 étapes qui sont touchables pour un sprinter, honnêtement, on peut jouer sans avoir un train phénoménal, c'est pas grave, on pourrait essayer de prendre des roues, etc. On peut essayer quand même de ne pas être sans sprinter. Donc c'est ma petite modification déjà pour démarrer. Évidemment, on jouera le général avant toute chose pour David Gaudu sur le Tour de France. Et il y aura vraiment un terrain propice à se faire plaisir ou alors à se faire éclater la figure par Pogacar et consorts. Donc ce sera vraiment le défi principal pour moi de cette année-là. Ce sera le Tour de France, puisque c'est rare qu'on ait un Français qui soit en capacité peut-être d'espérer quelque chose sur le Tour de France au niveau du général. En tout cas, ça n'a pas été le cas chaque année depuis 20 ans. Pour ne remonter qu'à 20 ans. D'ailleurs, voilà, le seul contre-la-montre, il n'est pas réellement défavorable à Gaudu. Donc c'est vraiment intéressant de voir où est-ce qu'on peut emmener David Gaudu. J'ai donc construit une équipe autour, ça je vous le montrerai pas longtemps après dans la vidéo. Construit une équipe autour de lui, mais j'emmène Arnaud Démare tout de même, et je fais fi des problèmes de l'équipe avec Nono. Voilà, donc les objectifs, parce qu'on va essayer de coller aux objectifs, donc c'est un peu aléatoire, il y a une part d'aléatoire quand vous relancez une partie, mais bon, j'ai pris la première chose qui m'a été donnée. On demande pour commencer un top 3 sur les Strade Bianche. C'est pas forcément un tirage facile, mais voilà, je m'y fie, je n'ai rien touché. Top 3 sur les Strade Bianche, j'ai immédiatement pensé à Valentin Madouas, ce qui ne veut pas dire que Stephen Kung ne pourrait pas être envisagé. Mais en tout cas, j'ai pensé à Madouas. Il me paraît avoir les notes qui collent pour les Strade Bianche, pour essayer de partir dans le Poggio avec quelques punchers. Donc pour essayer aussi d'aller chercher une place très très belle sur Milan-San Remo. J'ai peut-être les Ardennaises en tête pour lui, mais pourquoi pas même un Tour des Flandres. Enfin, c'est très très... il y a beaucoup de possibilités pour quelqu'un comme Valentin Madouas. De la même manière, Stephen Kung peut aussi être fort sur pas mal de terrains. Je vais viser le Tour des Flandres et Paris-Roubaix pour Stephen Kung
en premier pic, cela s'entend. Je vous ai montré que les objectifs jusqu'au Tour de France, puisque ce sont les seuls qui vont permettre de fixer le budget pour l'an prochain. Les 3 objectifs restants, ils sont au-delà du moment où on a le marché des transferts. Donc ça n'a pas d'incidence nette. Donc Stephen Kung, on va essayer de l'emmener sur pavé. Après, David Gaudu sera en charge du top 3 de Paris-Nice. Il sera également chargé d'aller chercher un top 3 sur le Critérium du Dauphiné. Et évidemment, on l'a compris, top 5 sur le Tour de France. Objectif majeur du sponsor. Donc ça, ce sera le travail de Gaudu qu'on essaiera d'entourer de la meilleure des manières. Ensuite, pour ce qui est de Tirreno et pour ce qui est du Tour de Romandie et du Giro sur lesquels une victoire d'étape est attendue, alors que le Tirreno c'est un top 5 qu'on nous demande ici, je vais essayer de vraiment miser sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot fait une belle saison. Il y a plein de choses à faire avec lui. C'est passionnant, Thibaut Pinot. C'est presque triste en vérité qu'il raccroche, mais ça c'est encore un autre débat, c'est son choix. Après, je confierai un objectif particulier à Lenny Martinez, qui ira sur la Vuelta plus tard dans la saison, mais qui aura le Tour de Suisse en ligne de mire. On va essayer de performer là-bas par rapport à ses qualités. Ça devrait être envisageable d'aller chercher comme ça une jolie place au général. Et petit caillou dans la chaussure, c'était ce premier au championnat de France. Bon, alors là, pas évident, championnat national, donc en ligne, course en ligne. J'ai pensé soit à Arnaud Démare, soit à Valentin Madouas, parce que du côté de Hasbrook-Cassel, le profil de la course ne sera pas favorable à d'autres. Je pense pas pouvoir gagner avec Gaudu, etc. Voilà, donc ça c'est pour le point de départ. Ensuite on aura une planification, mais auparavant, j'aime toujours voir sur qui je vais compter à l'avenir, et avant cela, le réglage des entraînements. C'est-à-dire que j'ai appliqué ma petite sauce personnelle, on va dire, qui est que dès qu'un coureur a 29 ans, parfois 28, je le bascule en entraînement baroudeur afin de ne pas perdre de stats, ou en tout cas pour essayer de retarder la perte de stats. J'ai vu dans ma partie de simulation des choses très inquiétantes par rapport à ça, un coureur de 28 ans qui perdait déjà des stats, bon bah bref, enfin des notes, des caractéristiques si vous voulez, compliqué. Donc on essaie de limiter la casse avec un entraînement baroudeur au-delà d'un certain âge, et puis il y a toujours le style d'entraîneur qui est très important, puisque c'est vrai que si vous mettez un entraîneur inadapté, rapidement la relation devient mauvaise entre lui et le coureur. Il faut également faire gaffe à ne pas dépasser 8 coureurs en responsabilité d'un même entraîneur. Donc je vais être obligé moi d'aller recruter un 5e entraîneur pour ne surtout pas mettre en péril, on va dire, les relations et l'efficacité des entraînements. J'essaie de prendre français quand même, ça paraît un petit peu normal à la Groupama FDJ. Et donc par contre, souvent, ceux qui sont très jeunes préfèrent un entraînement à la pointe. Ceux qui sont dans le, on va dire, d'âge moyen préfèrent un entraînement de type moderne. Et ceux qui sont plus anciens vont avoir, mais c'est pas forcément toujours le cas, mais en général vont préférer un entraînement de type traditionnel. Donc c'est pour ça que on va ensuite dépenser plus ou moins suivant qui on cherche à entraîner. Bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ce petit aspect-là du jeu. C'est l'occasion d'en redire un mot. Ensuite, une fois que la préparation, donc l'entraînement est réglé, il y a cette question des contrats. Alors effectivement, il y a beaucoup de contrats qui courent au-delà de l'année 2023 à la Groupama FDJ. En revanche, il faudra faire des choix sur Michael Storer ou Miles Scottson par exemple. Et va se poser la question de Arnaud Démare. On verra un petit peu ce qu'on fait. Est-ce qu'on est raccord, on prolonge pas, ou est-ce qu'on prolonge parce qu'on y est attaché. Et puis de toute façon, là par contre, il n'y aura pas le choix.
Thibaut Pinot partira. Donc il y a Quentin Paché aussi qu'il faudra statuer. Thibaut Pinot partira à la retraite. Donc là pour le coup, qui aura le rôle de Thibaut Pinot à l'avenir? On a peut-être envie de penser à Lenny Martinez. Mais ça, c'est une chose qui se verra un peu plus tard. Ensuite, évidemment, on a toute une planification à faire. J'avais commencé par planifier la saison de David Gaudu, avec une petite volonté de l'emmener aussi sur la Vuelta après le Tour de France. Donc ça c'est à voir. Après, il préfère le Tour du Pays Basque que le Tour de Catalogne. Ça m'arrange pas tellement en termes de pic de forme, parce que moi je lui avais prévu un faux pic sur Paris-Nice pour que ce pic se déclenche plus tard. Pour cela, vous m'avez vu retirer l'étoile de Bessèges, j'ai retiré également le Grand Prix cycliste La Marseillaise. C'est vrai qu'en fait David volontairement n'aura pas assez de jours de course pour avoir son pic de forme à Paris-Nice. Il n'aura seulement que le bonus objectif. Et donc j'espère faire traîner ce pic peut-être jusqu'à un peu Pays Basque. On va voir, ce sera la petite interrogation. Je fais cette tentative là, je suis pas sûr qu'elle aboutisse, mais bon voilà. Il sera entouré sur le Tour de France de Kung, bien sûr, Pinot, Madouas, Desmar, Genietz. Puis je me suis permis d'ajouter Storer et Armirail. Voilà. Donc ça, ce sont les 8 qui iront sur le Tour de France. 7 coureurs quasiment dédiés à la bonne marche du projet Gaudu sur le classement général du Tour de France. Ensuite, comme ça on a des différents profils en plus, c'est assez précieux. Il fallait également s'occuper du Giro. Alors là par contre j'ai voulu coller un poil à la réalité. Je dis seulement un peu. Pourquoi? Parce que les 2 leaders sur le Giro seront Kung et Pinot. Alors Kung, on sait qu'il s'est arrêté au bout de 9 étapes. Pinot, il est allé jusqu'au bout. J'ai emmené Paché et Mollard pour aider Thibaut Pinot. Et après, j'ai pris 4 coureurs peut-être un peu plus modestes. Lennard, Watson. Et puis je l'ai sur un papier. Vandenberg et Germany. Voilà. On verra bien ce que ça donne. J'essaye de tenter des trucs et de pas forcément y aller bille en tête avec les choses les plus évidentes. Sur la Vuelta, on l'a vu très très subrepticement, Martinez, Grégoire auront leur premier grand tour, et Le Gac, Aski, Stewart accompagneront donc Gaudu, et le reste je n'ai pas décidé. Après on répartit un peu les choses, on répartit les courses. C'est que je vous ai déjà parlé de ce que je visais avec qui, donc je suis en cohérence avec ce qui a été dit. C'est long, une planification. Donc, puisque c'est long, je vous ai épargné tout un tas de détails, et pour essayer de montrer l'essentiel, tout en essayant de le commenter quelques jours plus tard, un exercice pas forcément évident. Vous voyez par exemple, Lenny Martinez et Romain Grégoire, ils ont un objectif dédié sur le Tour de Suisse. Donc Tour de Suisse sera intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y en aura certains qui finalement auront une occasion de briller, comme déjà Lenny Martinez l'aura eu sur le Tour de Catalogne. Et j'ai prévu, mais on va voir que peut-être ça va tomber à l'eau, un Romain Grégoire sur Tirreno. On va voir ça juste après. Donc c'est pas évident. Après, j'aime bien reposer les coureurs après le Giro. Donc évidemment pour Kung et pour l'ami Thibaut Pinot, ce ne sera pas possible, puisqu'il va falloir au contraire relativement enchaîner. Il y a quand même leur semaine de coupure qui est respectée. Après il y aura un stage pour un maximum d'entre eux. Je crois qu'il n'y a que Kung que je n'envoie pas en stage, et j'envoie les 7 autres. Donc j'attends que Thibaut Pinot soit dispo. Enfin, on reverra ça juste après. Voilà. Alors, Stefan Kung, justement, je lui mets pas d'objectif sur le Giro. Par contre, je lui mets une forme à 95. Je lui mets une coupure derrière. Voilà. On fait un truc un peu hybride pour lui, sachant que son vrai objectif, c'est Paris-Roubaix d'une part. Et donc pour ça, je demande un pic autour des Flandres. Et Tour de France, bien évidemment, puisqu'on mobilise toutes nos forces. Donc voilà, après là je suis passé sur le calendrier de début de saison.
la première partie, le premier quart, si on veut. Tirreno, Paris-Nice, qui va où, qui s'occupe de Ardèche, Drôme, etc., etc. Strade Bianche, en général, je le couple avec Tirreno. Et puis, sinon, on s'occupe aussi de nos coureurs pour les Ardennaises. Vous voyez, Gaudu ira avec Madouas. Et après, ils seront entourés par quelques-uns parmi nos punchers potentiels. Et puis après, il y a aussi la question de toutes ces Flandriennes sur lesquelles, vous voyez, je vais axer mon équipe autour de Kung et Madouas avec du Arnaud Desmar par endroit et également une pléthore d'équipiers, Le Gac, Eski, Stewart, même Bram Welton à des moments, Fabian Linard, le Suisse. Voilà, il va y avoir comme ça des équipiers pour certaines courses, à certains moments. Honnêtement, on pourrait switcher, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont de valeurs similaires. Donc on pourrait faire parfois des choix radicalement différents sur les équipiers. Après, sur les leaders, il y a quand même un peu des évidences dans cette équipe. Donc voilà. Voilà à peu près comment résumer cette partie-là. Ensuite, peut-être compléter ce qui a été fait, c'est-à-dire rajouter encore des objectifs à certains, parce que autant l'évidence du Tour de France ne souffrait d'aucune contestation, autant après, entre Paris-Nice, Tirreno, des fois vous ne savez pas encore à l'avance, en démarrant la planif, ce que vous allez privilégier et avec qui, ni même si vous allez mettre un pic, demander un pic de forme pour tel coureur dessus. Par exemple, vous voyez qu'avec Madouas, Valentin Madouas, je suis encore sans le moindre pic de forme demandé, alors que Thibaut Pinot, oui, voilà, s'occupera d'aller chercher quelque chose sur Tirreno, etc. On a pu compléter au fur et à mesure. Pareil, Armirail va avoir un pic demandé sur Paris-Nice. Bref, il y a comme ça beaucoup de types de construction d'années différentes, types différents d'ailleurs. Et à ce stade-là, voilà, ma seule encore interrogation, c'est ce que je vais privilégier pour Madouas, sachant que, évidemment, on attend une vraie perf sur l'Estrade Bianche, mais on attend également plutôt une performance, alors, sur Ardennaise ou sur Flandrienne. C'est pas forcément évident, parce que le Tour des Flandres est quand même assez taillé pour Valentin Madouas, taillé sur mesure. En tout cas sur PCM, mais même on a vu qu'il était capable dans la vraie vie. Voilà, donc c'est pas forcément évident. Et voilà, donc après pas mal de cogitations, sachant que tout le reste était plus ou moins réglé. Bon, encore pour me donner le temps, allez, je mets quand même quelques stages. J'essaie toujours de choisir des zones. À défaut de pouvoir choisir tous les stages, j'essaie de choisir des zones du Tour de France, par exemple, là, pour l'exemple, avec Armirail, Gaudu, Desmar, des zones sur lesquelles il faut être particulièrement en forme. Et c'est vrai que ce stage de Chambéry est particulièrement indiqué. Alors vous voyez, du coup, Pinot et Kung ne participent pas à ce stage-là. Et puis il y a aussi, si on veut peut-être, après encore une fois c'est un choix, les Pyrénées, un stage dans les Pyrénées peut ne pas être idiot pour assumer on va dire la fin de la première semaine, le milieu-fin de la première semaine de Tour de France. Et là, par contre, par chance, vu que je le fais hors Giro, celui-là, de stage, je le fais après le Dauphiné, là il y avait moyen par contre de le caser avec les 8 coureurs. Voilà, après quand même par volonté de pouvoir faire quelque chose de sérieux sur le Giro, j'ai quand même mis un petit stage Giro qui paraît être intéressant. Là encore, sur le Money Time, on a vu que ce Giro, il y avait peut-être moyen de survivre sur le Giro Profil 2023. Il y avait moyen de survivre sur les 2 premières semaines sans avoir le petit bonus qu'offrira le stage, et que par contre tout allait se jouer au général en 3e semaine. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit-là
que j'ai géré mes stages. Donc avec aucun pic sur le Giro pour Kung, peut-être même qu'on le fera abandonner, comme ça a été le cas après le contre-la-montre de l'étape 9 par exemple. Bref, on verra bien, mais ce n'est pas une équipe pour laquelle il y a autant d'évidence que cela, et on a beaucoup de choix à faire en tant que joueur. Il y a beaucoup de choses dont on peut décider qui vont être assez différentes de ce qu'on voit dans la réalité. Même ma composition d'équipe pour le Tour de France, puisqu'on sait que en définitive Michael Storer n'a pas été pris, alors que moi évidemment je l'emmène. Voilà, il y a beaucoup de petites variations et les goûts de chacun pourront s'exprimer. J'ai donc choisi, après mûre réflexion, de proposer un pic à Valentin Madouas, on va dire entre Milan-San Remo et Tour des Flandres. Si je mets Milan-San Remo en premier, parce que j'espère le pic dans cette zone-là, j'espère qu'il dure jusqu'au Tour des Flandres, et je n'ose pas mettre quoi que ce soit d'autre après, de peur que le coureur ne refabrique un deuxième pic, alors que son deuxième pic, je le veux sur le Tour de France bien plus tard. Voilà pour la raison pour laquelle, par exemple, j'ajoute pas les Ardennaises. Ensuite, la petite gestion du niveau de forme obtenu en pré-saison. Donc là, on est un peu sur les sentiers battus, zone du jeu qui n'a pas changé depuis quelques années. Et on est prêt à avancer pour aller comme ça affiner notre préparation sur quelques petites courses. Alors d'abord voilà un peu de matériel, j'en montre pas souvent. Moi j'ai tendance à essayer de privilégier un modèle parmi les plus anciens. C'est pas original du tout ce que je dis là. Je prends un des modèles les plus anciens, j'essaie d'en choisir un qui n'a pas l'air de fonctionner vraiment bien, et ensuite on essaie de retravailler dessus. Voilà, après je vous montre quelles sont mes zones de détection. C'était un peu lié à la personnalité de mes recrutes, de mes éclaireurs, je l'avoue. Donc France évidemment, Espagne, je sais que la Suisse a aussi été mise, voilà, on l'aperçoit. Puis après il y a l'Amérique du Sud, et en particulier la Colombie. Bon, on verra bien tout ce que ça nous apporte. Un peu plus tard, on est au matin du Grand Prix cycliste La Marseillaise. On a déjà beaucoup avancé. De toute façon, il y avait beaucoup de simulations à faire. Et Rudy Mollard, Bruno Armirail, Romain Grégoire, voilà, quelles sont nos chances, sachant que Quentin Paché, malheureusement, est un peu blessé, donc je le fais courir, mais il ne fera pas d'efforts phénoménaux. Armirail part en échappée, tiens, ça va nous occuper, puis ça évitera d'avoir la responsabilité de devoir gérer la poursuite de l'échappée sur un terrain comme cela, vallonné. Ça paraît plutôt reposant, on va dire, d'envoyer quelqu'un en échappée, sauf pour lui. Donc Bruno Armirail est envoyé à l'avant. Cette échappée va mettre un petit peu de temps à se constituer, comme d'hab, avant que le peloton décide de laisser, parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas la rater, et ils ont bien raison, pour ensuite avoir une avance qui va culminer autour des 4 minutes. Certaines équipes, dont je suis heureux de ne pas faire partie, donc, assurent la poursuite de l'échappée, la gestion même, je dirais. On est ici sur le plateau de la Sainte-Baume, un très très bel endroit où j'ai plaisir à aller parfois. Ici, Bruno Armirail, peinard, il gère son effort. On est aux environs des 3 minutes. Un peu plus tard, vous voyez, l'avance, elle commence quand même à fondre. On n'est plus qu'à 2 minutes 20 avant d'attaquer dans quelques kilomètres la route des Crêtes. C'est là où vous voyez un petit peu de rouge là sur ce qui représente le profil de cette course. Et voilà comment on va se diriger vers le Money Time, là où tout va se jouer. Alors ici, par exemple, dans la route des Crêtes, on va vraiment accélérer. Et je veux que Bruno Armirail profite de ses qualités qui sont belles. Il a une vraie polyvalence, mais notamment, il est assez puncher. On se méfie un peu de certains, comme Lorenz Heuss, que je cible au sein même de cette échappée, qui pourrait peut-être nous résister un peu plus loin. Derrière, c'est la panique, logique que ça panique, puisque il y a le feu, il y a environ
il y a un peu moins de 2 minutes, mais il y a plus d'une minute 30 d'avance pour les échappés. Or, il ne reste même pas 20 km, donc il y a quand même un vrai coup à jouer pour Bruno Armirail. À l'avant, du coup, on muscle un petit peu le jeu. Bruno Armirail qui accélère légèrement. Seul Langella a réussi à rester dans sa roue. Et là, j'ai la délicieuse surprise de voir que le reste des échappés n'avait plus rien pour suivre. Il y a peut-être un coup à jouer là, parce qu'on voit Jumbo-Visma qui roule à fond, et avec Tobias Foss notamment, qui était aligné. Allez, il y a quelque chose à faire, Bruno. Peut-être aller au bout, descendre sur Marseille. Ici, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette fin de course. Au moment où on s'aperçoit que l'Angela n'a peut-être plus grand-chose, je tente un départ. On sait jamais. On sait jamais, des fois que il reste moins de 4 km. C'est peut-être faisable d'aller au bout comme ça de cette échappée et de s'imposer avec peu d'avance, oui. Derrière, ça ne s'est pas organisé, ou alors il n'y avait plus l'énergie pour le faire. Hein. Et Bruno Armirail va comme ça s'imposer en solitaire sur le Grand Prix La Marseillaise. Donc une première jolie victoire pour Bruno. Et c'est un peu la tendance pour moi de cette période de préparation du mois de février, on va dire globalement. C'est essayer de faire gagner une fois certains de mes coureurs pour que déjà tout sentiment de disette soit éliminé dès le départ et qu'ils soient tout à fait en capacité d'avoir un bon moral. On sait que le moral a une petite influence quand même sur les formes du jour futur. Donc c'est ça mon idée. Malheureusement, Romain Grégoire, quelques jours plus tard, s'est fait mal. On doit reprogrammer. Alors ça, malheureusement, c'est jamais évident. Parce que le pic demandé pour Tirreno va être retardé. Bon, ça c'est un moindre mal. Mais c'est surtout que du coup on va aligner un coureur à la place à la place de Romain Grégoire, prometteur coureur en plus, donc intéressant à voir sur un champ de World Tour comme c'était a priori le cas. Ce sera pas le cas ici, ce sera le cas plus tard forcément. Petite péripétie, réorganisation, il y en a plein comme ça, des petites choses à faire durant le mois de février. Souvent on a quelques blessés. Entre-temps, vous voyez, Madouas s'est imposé une fois ou deux sur l'étoile de Bessèges, 2 fois même je crois. Et il y a un prologue, peut-être pour la victoire finale, regardez. Waouh, chance ultime. Madouas en très bonne forme en ce début de saison, qui s'impose y compris sur le petit contre-la-montre de l'étape 5 et qui donc emporte l'épreuve. Ça c'est très très bon pour la suite d'avoir du bon Valentin Madouas. Et on le retrouve dans la foulée, Valentin, sur la Hein Pareisio Interior. Désolé, j'ai pas fait espagnol à l'école, donc je sais très bien que je n'ai pas de bonne prononciation à ce niveau-là. On le retrouve en compagnie d'Arnaud Démare. Arnaud Démare qui s'est aussi imposé sur une petite course de préparation. Les deux, en tout cas, ne seront pas en disette avant quelques temps. Et puis, sur cette classique qui avait vu la victoire de Pogačar, souvenez-vous, cette année, c'était sa course de reprise au Bougre. Le plateau est quand même moins relevé, parce que déjà, il n'est pas là. Et moi, j'ai envoyé Rudy Mollard à l'avant, en espérant peut-être faire une Armirail, ou alors tout simplement ne pas avoir besoin de mener le peloton, de mener la chasse à l'échappée, enfin bref, même argument que précédemment. Voilà, après, le leadership naturel revient à Madouas, sur celle-là, bien sûr, il a le profil, démarre ainsi que je vérifie. Ouais, voilà, on a quelques coureurs comme ça, Bruno Armirail, Arnaud Démare, qui vont servir de protecteurs, qui vont jouer un rôle d'équipier en fait sur cette course. Il y a 4 fois cette montée que nous démarrons ici à assumer, et puis à la fin de la quatrième montée, ce sera la ligne d'arrivée. Les principaux protagonistes sont peut-être Michal Kwiatkowski, peut-être on pourrait citer Narvaez, on pourrait aussi parler
de la recrue de l'Auto Destiny Livins, qu'on avait déjà repéré dans d'autres PCM. C'était parfois quelqu'un qui était revenu dans certains commentaires. En tout cas, manifestement, l'Auto Destiny roule pour lui. Et puis vous avez vu, il y a Ineos qui est au boulot également. Voilà. Donc ce sont les équipes. D'ailleurs, il part là au moment où il y a plus grand monde pour rouler pour lui. Livins a tenté de partir. À l'avant, en fait, ça semble résister. Donc je suis vachement partagé sur un coup comme celui-là, parce que peut-être que Rudy Mola peut tenter le coup. Et à la fois, si ça se trouve, si on se met beaucoup à rouler, on peut peut-être ramener Valentin Madouas. Donc vraiment pas évident à décider. En tout cas, il y a Narvaez qui essaie de faire le jump vers l'échappée dans cette montée finale. Puis moi, je vais quand même essayer de ramener Valentin. Allez, on va essayer de ramener Madouas ici pour peut-être lui donner la possibilité de se mêler à la lutte. Mais il semble y avoir une avance qui va être trop grande. Le peloton ne reviendra jamais. Ça va de nouveau se jouer devant. Et là, peut-être preuve d'un peu d'impatience, je vais lancer ici. Mais en fait, ça ne suffira pas à dépasser Yasha Sutterlin, qui aura été largement le plus costaud, parce qu'il a beaucoup roulé. En plus, dans cette échappée-là, il a beaucoup roulé et il l'emporte à l'arrivée. Il fut un temps où je pensais qu'il roulait pour un coéquipier. Je le voyais beaucoup donner, et puis finalement, non. Donc, Baran Victorious, vainqueur ici, avec Sutterlin, qui prend une jolie course, ma foi. Elle est très plaisante à jouer, cette classique. Elle est super sympa. Oui, je pensais qu'il faisait le boulot pour Antonio Tiberi. Et en fait, Tiberi s'est avéré moins solide sur ce coup-là. Quelques jours plus tard, on revient en France pour le Tour du Var et des Alpes-Maritimes. Alors, le jeu m'a mis automatiquement le profil 2020. Le profil 2020, c'est 2 étapes assez difficiles pour démarrer, et puis c'est une 3e étape un peu plus courte, mais qui arrive au Mont Faron. Voilà, donc sympathique petit programme pour David Gaudu. C'est sa course de reprise. Gaudu reprend sur le Tour du Var, c'est pour ça que je vous le montre. Et peut-être la promesse de quelque chose de sympathique au sommet du Mont Faron, on verra bien. C'est chez moi, je connais particulièrement tout ça, puisque c'est ici que je vis. Donc, David Gaudu, allez, -1, on se laisse pas impressionner. Il y a Askey, il y a Stewart qui sont en train de faire le boulot. J'aime bien ces deux coureurs, je les trouve assez solides. Et je trouve que grosso modo, malgré des notes assez modestes, ils font un bon job. Et voilà, après on économise, nous, très clairement, on économise les Geniets, c'est la base. On économise Storer, évidemment. Et Armira, il a gagné un petit statut particulier. Il n'est pas équipier, il est un petit peu protégé, voilà. On va dire coureur légèrement protégé. Arnaud Desmar est censé faire le job de protection pour David Gaudu. Vous voyez, je travaille l'amitié entre les deux. Je veux m'opposer au conflit de personnalité. Et au contraire, on fait de la magie blanche entre Gaudu et Desmar. Allez, Kevin Geniet dans le final, avec Storer dans la roue. Et puis bientôt, on va libérer Arnaud au pied de la dernière montée. Et on va caler David dans la roue de Michael Storer. Et c'est parti. Allez, on va essayer d'être précis dans ces 2 derniers kilomètres pour essayer de déclencher au bon moment. Storer emmène en effort curseur, vous voyez, sur la toute fin. Voilà, Diego Ulissi, quand même, conteste un peu notre peut-être victoire. Allez David, allez mon David. Attention, il y a Benjamin Thomas qui est pas loin. Benjamin Thomas qui était très très fort,
et qui a failli passer Gaudu sur la ligne. Après, voilà, Dorian Godon, Julien Simon, etc., etc. Bon, 4 Français aux 4 premières places. C'est marrant, hein, le jeu prend aussi un peu en compte le fait que souvent les mecs d'une nationalité donnée vont aimer briller ou vont se fixer comme priorité de briller sur une course qui a lieu dans leur pays. En tout cas, voilà, David Gaudu s'impose à l'arrivée à Grasse pour la première course de l'année. Ensuite, c'est une jolie étape qui arrive au col d'Aise. Donc, ça nous fait un peu penser à Paris-Nice, tout ça. En tout cas, il y a des petites ascensions que l'on retrouve parfois. Et dans cette étape-là, qui va passer par Tourette-sur-Loup notamment, mais aussi plein d'endroits qu'on connaît, hein, ici et là, toujours le job d'Aski et Stewart, et puis derrière, l'économie toujours pour les mêmes. David Gaudu a le maillot jaune sur les épaules, et nous on va juste essayer de contrôler cette échappée avant qu'elle ne soit reprise. Il y a un bon travail de UAE notamment pour essayer de faire comme ça se rapprocher et pour annihiler l'échappée. Et voilà, pas de raison particulière de se consommer. On a perdu nos soutiens Desmar, Stewart, Aski, et on est à l'approche du final. C'est une étape très difficile quand même, hein. Et évidemment, Armirail va être chargé de la garde rapprochée de David Gaudu sur l'avant-dernière ascension. On va essayer de protéger David pour lui permettre peut-être de résister aux offensives des autres. Donc voilà, c'est ce scénario habituel, petite montée qui arrive, et Armirail qui emmène Storer derrière, et ensuite ce sera Genietz, et on verra bien ce qu'il advient. Petite descente avant, et ça y est, on est dans le grand bain là. Genietz qui est chargé d'emmener en dernier lieu David Gaudu, on voit Julien Simon, on voit Dorian Godon, attention à Benjamin Thomas également, qui ont l'air pas mal, hein. Et donc là je vais essayer de lancer avec David. Allez mon David. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est fort sur la fin. Qu'est-ce qu'il est fort, Benjamin Thomas, qui s'impose ici au nez et à la barbe de David Gaudu. Magnifique victoire pour Benjamin Thomas. Donc c'est un peu le jour de gloire là, en ce début de partie, hein, jusque là. Cofidis s'impose au sommet du col d'Aise. Alors ce qui va être rigolo, c'est qu'on va avoir un cas d'égalité parfaite entre Benjamin Thomas et David Gaudu. C'est-à-dire que chacun des deux a fait une victoire d'étape. Il n'y a pas de bonif ici. Une victoire d'étape et une deuxième place. Ce qui fait qu'ils sont à égalité parfaite au niveau du maillot jaune. Par exemple aussi à égalité parfaite au niveau du maillot vert. Bref, il n'y a absolument rien pour les départager. Mais l'étape qui vient va forcément nous les départager, parce que quand bien même ils arriveraient dans le même temps, eh bien la place au pire serait décisive pour déterminer le classement entre les deux. Donc étape sans émotion durant les 90%, puisque ça démarrait de la Londe et ça arrive à Toulon, au Faron. Donc c'est intéressant, hein, la montée du Mont Faron. Si vous êtes de passage, parfois certains peuvent l'être en vacances. Franchement, faites-la. Je trouve que c'est une montée assez excitante. Elle n'est pas super longue, hein, elle fait un peu moins de 5 km. Et par contre, on va avoir des pourcentages qui vont être assez sympas. Évidemment, dans le jeu, les coureurs, ils l'avalent, hein. Mais en tout cas, c'est un super moment de bonheur à vélo, hein, de faire cette montée. J'ai dû la faire un nombre de fois incalculable. Armirail qui emmène pour Genietz. Derrière, c'est Michael Storer et David Gaudu.
On va essayer de reprendre en premier lieu les échappés. Hein. Et puis après, on verra bien. Qui est-ce qui s'accroche? Est-ce que Benjamin Thomas aura encore des jambes de feu? Ça y est, plus d'échappés. On a repris tout ce petit monde-là. Et il semblerait que la Groupama FDJ soit dans un très très bon jour. Regardez-moi ça. Nous sommes tous les trois en tête. David Gaudu va donc passer quand même pour le principe. Derrière, Storer, Genietz n'ont plus qu'à essayer de s'accrocher. David va faire le boulot. Sur leur barre jaune, en fait, phénomène du jeu amusant, sur leur barre jaune, ils continuent quand même à essayer de reprendre Gaudu. Mais Gaudu, il lui reste de la jaune, il lui reste de la rouge. C'est impossible pour Storer et pour Genietz de le reprendre. Hein. Donc, victoire au sommet, enfin, pour être précis, c'est pas exactement le sommet. La ligne d'arrivée, elle n'est pas sur le sommet du Mont Faron. Mais c'est un détail un peu insignifiant. En tout cas, victoire au Mont Faron pour David Gaudu et triplé Groupama FDJ. Ouais, il n'y en aura pas beaucoup de triplés Groupama FDJ. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc, l'entrée en matière de David Gaudu était bonne. Celle de Madouas se passe bien. Desmar a aussi déjà levé les bras. Dans le prochain épisode, ce qu'il faudra voir, c'est si Stéphane Kung a également le même niveau de réussite pour son début d'année. Il y aura notamment un rendez-vous assez sérieux sur Head Newsblad. Et puis, je ne montrerai pas le tour UAE. Non, on ira directement sur Het Newsblad, la classique de l'Ardèche, de la Drôme, et puis après on sera sur du très très lourd avec Strade Bianche, et puis après vous savez quoi. Voilà, donc à plus. Je pense que la prochaine vidéo, je vais juste intercaler ma dernière vidéo de test du jeu avec Trek, et puis après on sera quasi exclusivement sur du Groupama FDJ, pendant un bon moment, sauf demande express. Allez, à plus, bye bye.